Dans cette lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale dans l'espace AES, la jeunesse a bel et bien un rôle à jouer. Mais lequel? Rôle et place de la jeunesse dans la résistance populaire, c'est le sujet au menu de ce nouveau numéro de l'entretien exclusif sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la télévision panafricaine. Et pour en parler, je suis en compagnie de M. Ouzerou Maman Amadou. M. Ouzerou est le président de l'Association nigérienne des Jeunes Unis pour le développement, mais aussi leader du mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, merci de nous avoir acceptés sur ce plateau. Alors, Monsieur Ouzerou, avant tout propos, que retenir des missions de l'Association nigérienne des Jeunes Unis pour le développement? D'accord, permettez-moi avant tout de faire une brève présentation de moi-même qui suis le président. Je suis, comme vous venez de le dire, Ouzerou Maman Amadou, je suis nigérien, je suis actuellement en visite à Ouagadougou dans le cadre d'une activité qui nous a amenés, dont je suppose que nous allons en parler plus tard. Et je suis le président, le leader du mouvement panafricain pour la justice, pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique qui regroupe actuellement en son sein 6 pays. Nous avons le Niger, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Togo pour le moment. Et actuellement, nous sommes en train de faire en sorte que cela soit plus grand. Et dans notre lutte, depuis que nous sommes créés, l'association Anjud au Niger, c'est d'apporter en tant que jeunes notre contribution au développement de notre pays et au-delà d'apporter notre contribution au développement de l'Afrique tout entière. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à la création de ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur sur toute l'Afrique. Et nous pensons que notre arrivée ici au Burkina Faso, à Ouagadougou, va nous permettre d'avoir également l'adhésion populaire burkinabé, parce que nous pensons qu'au nom de l'AES, notre objectif, c'est de protéger d'abord notre AES et de contribuer à apporter notre appui à ces 3 dirigeants que nous avons, notamment j'ai noté le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdraman Chani, que je salue fort au passage pour la création de cette AES à travers laquelle nous, en tant que jeunes panafricains, nous nous retrouvons et que nous sommes sûrs et certains d'apporter notre contribution pour le développement de cette AES qui a été créée par ses pères fondateurs. Alors, Monsieur le Président, il y a de cela quelques jours, vous êtes en territoire burkinabé, précisément à Ouagadougou. Alors, comment se passe déjà le séjour au Burkina Faso et quel est l'objet de cette présence de l'association nigérienne pour des Jeunes Unis pour le développement? D'accord, merci pour cette question. D'ores et déjà, je vais saluer les organisateurs, M. Nestor Podassé, qui est le président du PJP, qui est notre hôte ici à Ouagadougou, et l'initiatrice de cette rencontre, Mme Izo Adiara, qui est de la diaspora, qui a jugé utile que nous puissions, en tant que jeunes, nous retrouver sur les terres burkinabées, parce que le plus jeune des présidents des États de l'AES, pour mener notre première activité de la trajectoire panafricaine, qui est un mouvement qui est en train d'être mis en place pour contribuer à apporter le soutien à l'AES. Et donc, déjà, je vais dire qu'à notre arrivée, on était vraiment accueillis par les populations burkinabées. On se sent fiers, on se sent chez nous et on continue de travailler ensemble. Alors, notre visite sur ce territoire du pays des hommes intègres, j'aime le dire parce que ça me plaît. J'adore dire le pays des hommes intègres parce que l'intégrité doit faire partie des coutumes des populations de l'AES et qu'ils doivent faire de ça leur chemise pour contribuer, pour continuer la bataille que ces dirigeants sont en train de mener. Alors, la visite, c'est une visite d'échange et de travail, d'expérience entre les 3 États, le Mali, le Niger, le Burkina et la diaspora se sont réunis pour travailler, pour échanger, pour discuter de l'appui que peuvent apporter
que peuvent apporter les jeunes à cette bataille, à cette lutte pour la souveraineté de l'Afrique, qui a commencé à travers l'AES avec les 3 États. Et c'est partant de cela que chacun va, en retournant dans son pays d'origine, va essayer de dupliquer ce qui a été fait par les jeunes de chaque État. C'est-à-dire, au Burkina, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous avons déjà appris beaucoup de choses parce que le samedi, on était à une conférence avec le président de la Commission nationale des États de l'AES, M. Bassolman Bazié, qui nous a entretenu sur le rôle que cette jeunesse doit faire pour apporter encore plus sa contribution voilà donc, pour les États de l'AES. On en parle avec vous. Alors, la résistance, il s'agit de la résistance populaire qui doit observer la jeunesse de l'AES. Alors, que devrait être le rôle de cette jeunesse et comment cette jeunesse du Niger se prend pour apporter son soutien véritablement à cette lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale défendue par les 3 chefs de l'AES. Ok, et donc il me plaît de rappeler ce que la jeunesse nigérienne a eu à faire depuis la prise du pouvoir par le CNSP au Niger. Elle s'est constituée comme un bouclier, comme une résistance à l'Occident. Notamment, on s'était retrouvé à la place Tarhan Nakal, appelée aujourd'hui Tarhan Nakal, dont le nom était au début place de la résistance, où on s'était opposé, on s'était constitué à chasser, à voir le départ des troupes françaises qui étaient sur le sol nigérien. C'était la première action que la jeunesse nigérienne a eu à faire. Et entre-temps, il y avait au niveau des ronds-points où les jeunes s'étaient interposés pour continuer à mener des veilles citoyennes pour apporter encore plus leur engagement et à protéger le régime qui est en place. Parce qu'on estime que les jeunes sont ce bouclier-là qui, sans elles, on peut nuire à la gestion de ces 3 dirigeants. Et nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on sensibilise, que les jeunes, les autres jeunes, il y a certains jeunes qui se constituent comme neutres dans ce combat, ne pensant pas prendre parti. Alors nous disons que ces jeunes-là doivent prendre parti. Et il y a un seul parti, c'est le parti de nos dirigeants, qui ont eu cette vision de créer l'AES et que nous devrions tous nous lever ensemble pour apporter cette protection-là des acquis qu'ils sont en train de consolider. On l'a appris, les travaux qu'ils sont en train de faire, chacun ça et là, pour unir encore plus davantage. Et nous nous sommes dit que nous n'allons pas rester les bras croisés. Et dès les premières heures, vous êtes organisé de façon spontanée pour faire bloc derrière les autorités. Mais comment c'est organisé au Niger? Par exemple, au Burkina, on a la veille citoyenne qu'on appelle ici Waïa, qui est très bien structurée et qui est fait de telle sorte à ce que à donner de la voix quand c'est nécessaire. Comment est-ce que c'est organisé au niveau du Niger? Oui, effectivement, là-bas aussi au Niger, il y a le comité de la veille citoyenne qui est là et qui a été mis en place dès les premières heures. Donc, qui coordonne dans tous les quartiers de la ville de Niamey, mais également au-delà sur tout le territoire. Donc, il s'agit là d'un comité qui a ses dirigeants au sommet et qui disent comment doit être organisé les différentes veilles. Et chaque fois, au niveau des ronds-points, surtout les grandes artères, vous allez retrouver les jeunes qui sont là, qui prennent volontairement, qui se sont portés volontaires à passer des nuits entières à veiller exactement sur comme les cela populations. se fait au Burkina. Exactement, oui, comme cela se fait au Burkina Faso. C'est à peu près la même chose. Et ce comité s'appelle comment? C'est ça le CVC, le comité CVC, de comme veille. CNAVC. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, entre autres activités, on peut retenir? Entre autres activités, on peut retenir le fait d'organiser des conférences publiques pour qu'on puisse en parler. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'au tout début, c'était comme un sujet tabou, le fait de parler de la souveraineté de l'Afrique, mais avec la présence notamment de l'Occident et sa main sur nos dirigeants. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine libération qui est là et qui fait que
on a la possibilité de parler, de faire dégager ce tabou et de faire en sorte que les populations puissent s'exprimer autour de ça. Et nous, par exemple, au niveau de l'association Anjud, nous sommes allés jusqu'à faire des pétitions pour dire aux populations d'adhérer à ce mouvement que nous sommes en train de prôner. Alors, on dira que l'Anjou joue un rôle déterminant dans cette résistance populaire au niveau de la jeunesse. Tout à fait. L'Anjou joue un rôle déterminant parce que vous n'êtes pas sans le savoir que les États de l'AES, notamment nous au Niger, et même le Burkina, on a été colonisé par un pays qui a fait beaucoup de choses, beaucoup de ravages. Et nous, Anjou a décidé d'être un acteur clé, c'est-à-dire nous allons faire partie de l'histoire et que nous allons nous constituer en bouclier pour cela. Donc c'est pourquoi Anjou est allé dans toutes les communes de Niamey, au-delà dans certaines régions du Niger, notamment à Tillabéri, à Kolo, à Dosso, où nous avons réuni les populations, nous avons parlé de l'intérêt collectif et général du soutien à l'AES, du soutien au président Tchani du Niger et du soutien qu'il faille apporter dans cette souveraineté. Mais nous, notre lutte est un peu plus focalisée sur les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique et qui est de réclamer. Voilà, parlons-en. Okay. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Parlons justement de la restauration de la mémoire historique. Ok, donc à quoi cela fait allusion? Donc vous n'êtes pas sans le savoir que le Niger et certains pays africains ont été colonisés par la France et que dans cette colonisation, il y a eu tellement de barbarie, si je peux le dire, de tueries qui ont été faites sur le long du passage de cette colonie. Et nous, alors, nous voulons que dans notre lutte, à travers le mouvement des réparations pour la justice, la restauration de la mémoire historique, que d'abord l'oppresseur puisse reconnaître le tort qu'il a commis à l'Afrique dans son combat, dans sa lutte de colonisation, et de pouvoir restaurer ce qui a été fait. Parce qu'on sait que dans cette colonisation, il y a rupture de biens familial, il y avait eu rupture rupture culturelle où on nous a imposé un certain nombre de cultures qu'il fallait adopter. Et nous, dans notre lutte, c'est de faire en sorte que d'abord, la France puisse reconnaître ce tort qu'elle a commis à l'Afrique, au Niger, mais également de présenter des excuses et de restaurer tout ce qui a été pillé ou ce qui a été fait comme tort au moment de la colonisation. Et alors, comment cela va se passer? Nous avons dit que nous allons passer par les autorités et nous souhaiterions que les autorités puissent prêter une oreille attentive à ce combat-là, ce message que nous sommes en train de porter, pour que l'Occident puisse, de commun accord avec nous, nous puissions mettre en place des mécanismes de réparation qui vont faire en sorte que, selon nous, nos contextes et nos réalités, à travers, s'il faut le dire, l'Union africaine, pour que ces mécanismes-là puissent être adoptés et que les oppresseurs puissent suivre ces mécanismes pour mettre dans la justice, pour mettre en droit les États qui ont été colonisés au moment de la colonisation. Donc voilà ce que nous faisons comme combat à travers le mouvement des réparations pour la justice. Et qui retenez des moyens d'action? Bon, les moyens d'action, nous disons que d'abord, c'est à travers le premier moyen d'action, vous n'êtes pas sans le savoir que les médias sont le quatrième pouvoir, n'est-ce pas? Donc, il faut dénoncer, à travers les médias, il faut aller vers la population, lui faire comprendre que l'histoire qui a été modifiée, parce que vous savez bien que l'histoire que nous avons, qui est enseignée dans nos écoles primaires aujourd'hui, c'est l'histoire que le colon a voulu nous faire savoir. Alors donc, il faut faire un travail de fond pour que l'histoire puisse être racontée en fonction de la partie africaine, de ce qui s'est passé réellement. Alors, il faut sensibiliser, il faut impliquer tout le monde, les historiens, il faut impliquer les autorités, il faut impliquer tous ceux qui savent quelque chose par rapport à cette colonisation pour que nous puissions aller vers un objectif commun et trouver des réparations. Et entre autres aussi, les moyens d'action, c'est
d'aller vers les autorités et de voir si, dans quelle mesure, ils pourront créer une commission, n'est-ce pas, une commission africaine qui va statuer, qui va demander à chacun, toute personne qui détient une information par rapport à ce passage, par rapport à cette colonisation, qu'ils puissent mettre ça à disposition, que ensemble nous puissions, que ces mécanismes-là puissent être formels et que nous puissions réclamer ça dans le droit, la légalité et la justice. Voilà ce que nous disposons pour le moment comme moyen de demande de... Il faut arriver à réécrire notre propre histoire. Tout à fait. Parce qu'il y a le narratif aussi qui compte. L'histoire, quand elle est écrite par l'oppresseur, ce ne sera pas la même histoire quand ça sera écrit écrite par l'oppressé. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit pour que l'Afrique arrive à se réapproprier. Oui, je vais faire un rappel également. Au moment où le Japon a colonisé certains pays, à un moment donné, ces pays-là ont décidé de tenir tête au Japon. Ils ont trouvé comme moyen de répression de ne plus aller vers le Japon pour se procurer des effets japonais. Et le Japon s'est vu que... son économie était en train de tomber et ils étaient obligés de fléchir et de dire, bon voilà, comme maintenant, nous allons discuter et nous allons trouver des moyens de consensus. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont pris souvent la construction de classes, de santé ou la prise en charge sanitaire, etc., qui a fait en sorte qu'ils ils ont permis aux pays colonisés de se reconstruire et d'aller dans la bonne direction. Et c'est ce que nous voulons. Ce que nous demandons, ce qui sera investi comme réparation, puisse servir à l'éducation, à la santé, n'est-ce pas, et à la prise en charge, notamment pour la population, pour qu'elle puisse se sentir réellement prise en charge. Et je vous fais un rappel également que dans cette lutte, moi personnellement, au nom de ce mouvement, je suis parvenu à écrire une lettre à travers une plateforme au président français pour demander de regarder, de revenir sur cette demande-là que nous sommes en train de faire. Au-delà de ça, je suis parvenu également à faire une lettre, une correspondance à l'UNESCO, à la présidente résidente de l'UNESCO, pour lui dire qu'il faut restaurer les biens culturels qui ont été volés lors de la colonisation. Donc tout cela va nous permettre de réécrire notre histoire africaine et que nous puissions nous positionner. Mais au-delà de cela aussi, je vous donne une bonne information que pas plus tard qu'il y a de cela 1 à 2 mois, la France a réagi. Et quand la France a réagi, elle dit qu'elle va mettre le Niger, elle va discuter, elle est prête à discuter avec le Niger par rapport à la tuerie, à la mission Voulé-Chanoine qui est passée dans 4 localités du Niger, notamment Djundju, Koné, Lougou, une quatrième communauté qui ont été victimes du passage de cette mission de Voulé-Chanoine. Mais cependant, ils disent que la loi n'est pas rétroactive. Donc, comme la loi n'est pas rétroactive, ils ne peuvent pas, elle ne doit pas être jugée sur ce qui a été fait avant la loi. Mais nous sommes en train de réunir tous les documents, les faits qui peuvent nous permettre d'avoir gain de cause parce que la France a été touchée par les Nations Unies et que le Niger également a été touché par les Nations Unies. Le Niger a répondu par rapport aux questionnaires qui lui ont été posés. La France également a répondu et donc nous espérons que la solution sera du côté de ceux qui ont été oppressés et de ceux qui ont été lésés dans cette affaire-là. Alors, M. Ouzerou, nous allons parler justice, un sujet d'actualité. Le 7 août dernier, le gouvernement nigérien a annoncé la dissolution de 4 syndicats du secteur. Ça fait couler encre et salive. Au niveau de l'association, comment est-ce que vous avez accueilli cela? Bon, nous, au niveau de l'association, il se trouve que c'est vrai, avoir la justice, un conflit entre la justice et l'État, c'est un premier fil à retordre pour un gouvernement qui se veut justicier. Mais quelque part, quand on regarde le fond du problème, on sent que le gouvernement a une raison de faire dissoudre
ces syndicats-là. Parce qu'au détriment de prendre, on voit que le syndicat s'est jugé incompétent par rapport à une affaire d'ordre national qui peut impacter la vie de la société. Et donc, il se trouve que si ce syndicat arrivait à faire un remue-ménage, ça allait mettre en mal la gestion. Et donc, nous pensons à notre niveau qu'il fallait juste se comprendre. Il faut aller sur un chemin d'entente et faire une conclave pour qu'une solution puisse sortir issue de ce conflit. Pourquoi, selon vous, la justice, ce secteur-là, le secteur de la justice, a maille à partir avec la dynamique actuelle? Bon, nous pensons que, bon, peut-être il y a des intérêts qui sont... il y a certaines personnes qui défendent leurs intérêts personnels. Donc, c'est pourquoi ils veulent prendre des décisions pour aller. Et nous pensons qu'en tant que jeunes, en tant que structure en jeune, nous pensons que rien ne doit entraver la bonne marche de l'AES, rien ne doit entraver la marche du CNSP. Et donc, c'est pourquoi nous pensons que il fallait que cela ne devrait même pas sortir, ne devrait même pas être officiel, et que la justice et puis les juges devraient se rencontrer pour discuter d'un commun accord par rapport au problème pour lequel cela a été fait. Parce que la population est unanime que ce problème ne mérite pas que les juges puissent se sacrifier pour ce qui a été fait. Donc c'est un peu ça. En tout cas, depuis le début de cette lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale engagée par les trois chefs de l'État, l'Afrique est en train de revendiquer ses droits. Il y a l'Union africaine qui a récemment dénoncé la mauvaise représentation de la carte de l'Afrique sur la carte mondiale. Alors, est-ce que cela vous a surpris venant d'une institution comme l'Union africaine? Bon, nous pensons que cela ne nous surprend guère, parce que je vais faire d'abord un petit rappel que en 2024, l'Union africaine elle-même a décidé que l'année 2025 sera l'année des réparations et de justice pour le peuple africain. Et en 2025, comme prévu au mois de février, à l'occasion du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, ils ont rappelé cela et ils ont fait de l'année 2025 comme année de réparation pour les Noirs. Donc cela ne nous surprend parce que nous pensons qu'il y a une prise de conscience de plus en plus qui est en train d'être collectif, même si par le passé on a vu de quoi l'Union africaine était capable. Elle était dirigée, on lui donnait des ordres et elle exécutait. Inféodée. Voilà, elle était inféodée effectivement. Mais aujourd'hui on sent qu'il y a quelques personnes qui s'intègrent ça et là, qui font en sorte que le visage de l'Afrique puisse être réparé. Et c'est à cela que nous pensons que cela ne nous surprend. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que cette démarche dans laquelle nous sommes, ce sont les années de l'Afrique qui sont en train d'arriver. Donc il y a certaines personnes qui veulent se reconvertir. À ces personnes-là, nous disons que c'est vrai, ils ont été égarés, mais aujourd'hui, on leur ouvre les bras ouverts comme la culture africaine est. Elle le reconnaît, elle est pardonnable, elle pardonne. Et donc, on peut leur pardonner pour que nous puissions regarder dans la même direction et construire ensemble notre Afrique. Est-ce que ce réveil-là, il faut le mettre à l'actif de l'AES? Il y a tout comme un vent d'indépendance qui souffle sur le continent. Ah mais bien sûr, ça c'est évident, ça ce n'est même pas à discuter. Ça on le sent. Aujourd'hui, c'est l'AES qui fait en sorte que les Africains, partout où ils se retrouvent, ils sont fiers. Et on sent que le réveil là... Il y a l'effet de contagion. Oui, il y a l'effet de contagion et la tache d'huile qui est en train de se répandre un peu partout. Partout où vous partez, on sent quand vous dites que vous êtes burkinabé, malien, nigérien, les gens vous respectent. Et cela est dû à l'AES qui a pris, notamment les présidents qui ont pris leurs responsabilités et qui font en sorte que, le visage de l'Afrique puisse être lavé par rapport à ce qui a été vécu dans le passé.
Alors, Monsieur Ouserou, on a quelques 5 minutes pour terminer ce plateau. Je voulais qu'on reste sur le volet du panafricanisme. Vous êtes leader panafricain. Quels sont les défis qui se présentent au panafricanisme sur le continent? Parlons de l'AES pour le moment. D'accord. Les défis qui sont actuels au panafricanisme, je vous rappelle que j'étais à une conférence de Monsieur le Président Bassongoa Bazier, et effectivement, je vais reprendre ce qu'il a dit. Nous avons des sorciers. Il dit que si le sorcier, n'est-ce pas, amène un autre sorcier, si un sorcier mange un enfant de la famille, c'est que c'est parce qu'il y a un sorcier à l'interne qui fait ouverture aux sorciers externes. Donc il faut comprendre par cela que le plus grand défi que nous avons aujourd'hui, c'est au sein de la famille. Il y a des gens qui n'ont pas compris cette vision, ces objectifs que nous avons de notre Afrique. Donc le panafricanisme souffre aujourd'hui des ennemis internes qui, sans eux, les ennemis externes ne peuvent pas nous atteindre. Donc c'est un travail qu'il faut faire. Nous n'allons pas dire soit ils sont à la tarde, ils sont en retard, nous allons avancer, soit ils vont chercher par tous les moyens, mais ils ne pourront pas. Parce que moi, en tant que président de l'association Enjud et du mouvement, je suis sûr que même s'ils finissent avec moi, il y aura des milliers que j'ai préparés. Pas deux, pas trois, des milliers qui sont là, qui vont prendre la relève et ce sera automatique. Donc les alliés internes, les ennemis internes auxquels je dis à bas, je dis qu'ils n'ont qu'à se calmer, soit ils se reconvertissent, on va travailler avec eux, ou même s'ils ne se reconvertissent pas, nous on va finir, on va continuer notre marche et ils verront que nous allons réussir. L'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà qui est bien dit. Dernière question pour terminer. Est-ce que vous avez l'impression que le panafricanisme a de beaux jours devant lui sur le continent? Ah, ça c'est plus que sûr, parce que moi, la façon dont je me sens fier d'être panafricain, et je suis sûr que je suis entouré d'ennemis de part et d'autre. Même si quelque chose arrivait aujourd'hui, on sent que le panafricanisme a de beaux jours. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour l'avenir, c'est pour les jeunes générations. Aujourd'hui, même si on n'est plus de cette terre, on est sûr et certain que les générations à venir seront fiers de qui ils sont. Ils seront fiers d'être burkinabés, ils seront fiers d'être nigériens, ils seront fiers d'être maliens. Donc c'est ça ce qui nous anime, ce qui nous fait. Et souvent quand je parle de ça, je sens une certaine joie. Parce que je me dis que le panafricanisme a de beaux jours et ce changement, c'est aujourd'hui et demain. Et il est arrivé. Nous avons des présidents superbes qui sont en train de faire le nécessaire et nous-mêmes, nous allons faire le nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà donc qui va mettre un point final à cette émission. L'entretien exclusif qui recevait ce lundi M. Ouserou Maman Amadou pour parler du rôle et de la place de la jeunesse dans la résistance populaire au niveau de l'espace AES. M. Ouserou est le président de l'Association nigérienne des Jeunes Unis pour le développement et par ailleurs leader du mouvement panafricain pour les réparations, la justice et la restauration de la mémoire historique. M. Ouserou, merci d'être passé. Merci, c'est gentil aussi de nous avoir accueillis sur le plateau C360. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à nos programmes et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.